chronique. Les révolutionnaires planétaires. Avec votre animateur, Alexandre Timmons. Dans les personnages, il y a des qualités qui peuvent être abordées, comme par exemple au sujet des acteurs eux-mêmes, comment ils vont jouer les rôles, mais aussi au niveau de la création, de l'originalité, des émotions, des aspirations des personnages. Bon, pour les acteurs qui vont jouer ces personnages-là, c'est important de trouver le bon acteur, la bonne actrice pour tel type de personnage. Sinon, ça va donner des résultats qui vont être moyens. Quand on va évaluer un acteur, une actrice, c'est important de regarder plusieurs points. Moi, j'ai énuméré 11 points là, qui sont quand même assez cruciaux à respecter, ou sinon, il va y avoir des lacunes dans le jeu, dans la prestation finale, le rendu final à l'écran. Par exemple, c'est toutes des notes qui sont évaluables de 1 à 10 ou en pourcentage, là, qui fait qu'on peut donner une notation à un acteur-actrice, puis après ça, voir c'est quoi ses forces et faiblesses en fonction de sa note globale, finalement, là, de chaque élément analysé. Donc, l'élément numéro 1, c'est la mémorisation. Donc, il y en a qui sont capables d'apprendre des textes par cœur. Ça, c'est une des qualités premières de l'acteur-actrice. S'ils sont pas capables de retenir les textes, c'est sûr que c'est pas fameux. Au cinéma, c'est moins pire parce que les gens peuvent seulement dire une petite réplique ou deux juste après que la caméra ait commencé à filmer. Donc, c'est moins nécessaire de tout retenir, les grands textes, comme il se faisait à l'époque autrefois dans les pièces de théâtre. Parce que ça prenait des gens en bas là, de la scène qui étaient cachés dans des tuyaux là, qui pointaient vers les acteurs pour leur souffler le texte, ça devait dans le cas qu'ils l'oublient. Donc, mais dans le cinéma, la mémorisation, c'est une petite affaire moins importante. Quoique ça va donner souvent une espèce de fluidité entre qu'est-ce que la personne est capable de mémoriser comme texte et puis les actions qu'elle va effectuer devant la caméra. Il faut pas qu'il y ait de délai. Vraiment, s'il y a un délai, ben on voit que la personne a réfléchi avant de dire sa réplique, ce qui n'est pas fameux. C'est toujours mieux qu'il y ait le moins de délai possible. Comme ça paraît plus vital, ça paraît plus réaliste, crucial, viscéral pour la personne. Séraphin Poudrier, qui était joué par Jean-Pierre Masson, ben il était tellement bon pour exécuter son rôle qu'on dirait pas que c'était un personnage, il n'y avait aucun délai. Il disait les répliques automatiquement qu'il les pensait, puis il se plantait directement dans la peau de son personnage, il tombait directement dans ses souliers, là. Ce qui a fait qu'il a connu un tel succès, puis que l'image est tellement collée par la suite qu'il n'a pas été capable de faire d'autres rôles. Il a eu une carrière où il a joué dans 3 petites productions, là. Mais le rôle de Séraphin Poudrier il a tellement collé que cet acteur-là a eu une carrière courte. Par la suite, il est tombé dans l'alcoolisme, puis dans la solitude. Puis il était très aigri, finalement, de ne pas retrouver d'autres métiers où est-ce qu'il aurait pu jouer là, dans des pièces de théâtre ou des films avec tout le talent qu'il avait. Après ça, il y a la capacité d'improvisation. Il y en a qui sont très bons. Ça, c'est plus... ça nécessite une mémoire vive, là, très affûtée. Où est-ce qu'on est capable de répondre du tac au tac. C'est souvent la capacité d'improvisation qui est la plus difficile à faire. Ça, il y en a qui vont se pratiquer dans les clubs d'improvisation. Parce que là, ils vont affronter différents acteurs-actrices dans différentes séquences, dans différents contextes. Ce qui va leur permettre de se pratiquer, d'avoir une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité, leur permettant par la suite d'improviser directement sur un tournage de film. Car des fois, bon, c'est les répliques qui sont écrites dans le storyboard qu'on va utiliser, mais des fois aussi, il va y avoir de l'improvisation qui va se rajouter, autant dans les plans de caméra qui sont filmés de gauche à droite,
que dans les répliques des acteurs-actrices qui peuvent, eux autres, des fois avoir des idées sur le coup, des idées qui vont faire en sorte que ça va être plus riche dans l'histoire de rajouter des répliques improvisées. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à dire aux acteurs-actrices d'improviser là, quelques répliques supplémentaires pour chaque plan qui avait été prévu. Puis encore là, au montage, ben là, le monteur pourra garder des plans ou non en fonction de la qualité là, des répliques. C'est pas tout le monde qui est bon en improvisation, c'est une des techniques les plus difficiles là, à pratiquer. Après ça, il y a l'imitation. Il y en a qui sont capables d'imiter des voix, imiter des gestuels, des accents, des expressions, etc. Il y a des très grands imitateurs qui ont été répertoriés dans l'histoire du cinéma, du théâtre ou du spectacle en général. Par exemple, Louis de Funès. Ici au Québec, on a Steve Diamond, Michael Rancourt, Jean-Philippe Gagnon. Il y en a qui sont capables de prendre complètement l'accent d'une autre personne. Ça, c'est très rare. C'est un des talents qui est le plus difficile à exécuter. Il y en a qui sont capables de faire des mimiques, des gestuels qui sont particulières. Comme j'expliquais avec Louis de Funès, lui, il faisait toutes sortes de petits simagrées dans le détail qui faisaient en sorte qu'il y avait un jeu très drôle, très unique, très stylé à lui. Un autre exemple, il y aurait Mr. Bean, qui a encore là toute la gestuelle des Britanniques, de l'acteur timide, l'acteur maniéré, qui a presque des problèmes de toc. On peut parler aussi de Jim Carrey, qui a toute une mimique, une gestuelle, qui n'est pas vraiment égalée par d'autres acteurs bien de son époque. Il y avait aussi Michel Courtemanche, qui a eu une carrière aussi fulgurante avec toutes ses imitations. Il était capable de faire des mimes, de ne pas parler dans ses spectacles à part faire certains bruits. Donc ça, c'est des talents extrêmement rares. Les acteurs-actrices peuvent se pratiquer en essayant d'avoir plus de mimiques pour que ça révèle plus, ça souligne finalement les émotions, ça souligne les gestes, l'action durant le tournage, durant les scènes du film. Donc, c'est assez important qu'il y en ait, non pas d'avoir des jeux trop statiques où est-ce qu'on ne soulignerait pas les émotions, les paroles qui sont dites au cours du scénario. Si on fait un italien, on essaie d'avoir des gestes d'italien pour que ça ait de l'air vraiment un italien qui parle et non pas qu'on s'exprime comme un paysan ou comme un bûcheron ou comme une danseuse de ballerine. L'important, c'est d'avoir exactement la bonne mimique pour le bon personnage. Puis ça peut se pratiquer avec le temps. Pour essayer d'avoir la bonne mimique, que ça soit un russe, que ça soit un motard, c'est toutes des mimiques qui sont différentes. Si on les maîtrise pas, le personnage va être beaucoup moins crédible. Après ça, une autre affaire qui est importante, c'est la voix, les accents, la voix, l'intonation, le langage, les dialectes. Si on fait, par exemple, c'est ça un italien, il faut avoir le dialecte, il faut avoir la voix qui fait les ondulations, qui semble sauter comme ça, là, comme bondir. Si on fait un accent asiatique, il faut donner les intonations au bon moment. Donc la voix, c'est très important de la maîtriser au maximum. Ça, c'est au niveau du contenant, dans le sens que c'est la forme et non pas le contenu. Le contenu, ça va être qu'est-ce que les répliques disent selon le texte, mais la façon de le dire avec la voix, c'est super important que ça soit maîtrisé numéro 1. Sinon, il faut changer sa voix, il faut repratiquer jusqu'à temps que ce soit parfait. Sinon, ça va tout bien s'entendre avec le micro par après, là, puis à l'écran. Un autre facteur important qu'on peut analyser, c'est le charisme de la personne. Son espèce d'aura magnétique de l'acteur, de l'actrice qui fait que quand l'actrice rentre dans la pièce, il y a une espèce d'aura magique autour d'elle qui fait que tout le monde va se retourner. On parle de Marilyn Monroe, Britney Spears, des grandes actrices, Marlène Dietrich, qui dégageaient là, une espèce d'aura d'exceptionnalité. En fait, c'est la somme de ce que la personne dégage à l'écran ou en entrant dans une salle. On peut parler aussi de l'éclat du visage de certaines belles actrices qui ont un beau teint, une belle chevelure. Donc elles vont être resplendissantes et puis si ensuite elles ont
les bons comportements au bon moment, de finesse, etc., des gestes posés, ben là, on va dire elle a un certain charisme qu'une autre actrice n'a pas, par exemple. Ensuite, le jeu émotionnel, en 7e position, ce qui est assez important, être capable de faire sortir les émotions le plus possible de ses personnages, ce qui va permettre de juxtaposer certaines émotions, mettons la tristesse, la joie, la peur, la surprise, la détresse, etc. Si les personnages n'ont pas de bonnes émotions, ben évidemment, le jeu ne sera pas très juste, ce qui va faire en sorte que vous avez bien beau avoir des super cascades, un super scénario, des bonnes répliques, mais l'émotion ne fit pas avec la réplique, ben à ce moment-là, ça va tomber, là. Ça sera pas aussi savoureux que si tout ça, avec la voix, la mimique, tout ça ensemble, l'émotion intense va permettre de libérer complètement le propos de l'acteur, de l'actrice. Et puis les spectateurs, spectatrices, eux autres, ben, ils vont ressentir les émotions des personnages, donc ils vont s'y associer. Puis ils vont avoir plus tendance finalement à aimer le film en général parce qu'ils vont avoir trouvé qu'ils ressemblaient à leurs acolytes là, durant les aventures qu'ils ont vécues. Il y a des acteurs-actrices qui sont plus drôles que d'autres, en 8e point. Ça, c'est un talent naturel qu'on a ou non. Le fait d'être drôle, loufoque, il y en a qui font presque rien, puis tout de suite, au naturel, les gens vont cramper autour. Être capable d'utiliser de l'ironie, faire semblant qu'on ne sait pas, jouer au 2e degré, ça c'est important. D'être capable d'être toujours un petit bout en train. Si le scénario s'y prête, ben ça va être meilleur finalement. Si la personne n'est pas drôle du tout, c'est dans un film d'humour, ben ça fitera carrément pas. Il y a des acteurs-actrices qui vont avoir des castings particuliers pour ça, parce qu'on sait que du moment que la caméra tourne, ils vont avoir des répliques drôles, ils vont avoir des gestuels drôles, ce qui fait que ça simplifie beaucoup le travail pour la réalisation, la production, de rendre le film drôle au complet. Donc c'est souvent les mêmes acteurs-actrices qu'on va revoir dans les comédies, parce que justement ils ont une bouille assez loufoque, au contraire des acteurs-actrices qui ont plutôt une face épeurante ou ils ont un air sévère, ben eux autres vont avoir tendance plus à faire des films d'horreur, des films où est-ce qu'on a de la misère à les voir dans d'autres choses que ça, là. T'sais, ils n'entendent pas à rire, là. Si on parle de l'acteur qui a fait Freddy, ben tu sais, évidemment, ce gars-là dans un film d'humour, il serait probablement difficile à placer. Ou Adam Sandler, dans un film d'horreur, ben il serait pas crédible, parce qu'on le sait qu'il est trop drôle en temps normal. Rob Schneider, même chose, un acteur qui souvent il joue dans ses films. Rob Schneider, il a une bête très loufoque, donc il pourrait pas jouer dans un film comme Jason, Vendredi 13. Ça serait pas très crédible, faudrait qu'il soit maquillé, ou tu sais, les gens sont habitués de le voir dans un certain type de film, donc ça se pourrait que ça fonctionne carrément pas, là. Après ça, un autre critère important, c'est l'espace-temps. Comment la personne va occuper et combler l'espace-temps dans lequel elle va avancer. Il y en a qui vont occuper tout l'espace. Ils rentrent dans une pièce, puis tout d'un coup, on voit juste eux autres. Il y en a qui prennent presque pas d'espace, sont timides, vont être reclus dans les coins sur le côté des murs. Donc, dans une scène de film, tout dépendamment de l'importance du personnage, de l'action, de qu'est-ce qui se passe, ben ça va être important de prendre le plus possible d'espace, là, pour que le personnage, finalement, libère tout son potentiel, toute sa puissance, que s'il ne prend pas l'espace à moitié, sa prestation va être beaucoup moins bonne, puis on n'aura pas l'impression de l'avoir vu passer dans la scène. C'est sûr que si tout le monde essaie de prendre trop d'espace, à un moment donné, ça peut avoir de l'air saturé, là. Il faut être capable de balancer, mais en général, si les acteurs-actrices s'étudient l'un l'autre, ben ils vont savoir quand prendre l'espace au bon moment pour que ça détruise pas le temps de l'autre acteur quand il fait ses répliques. C'est vraiment une alternance, c'est comme un solo quand on entend un groupe de musique, ben, dans le jazz ou dans le blues, ben souvent il va avoir le drum qui va faire son petit solo tout seul, après ça la guitare, après ça la bass à l'embarque, elle fait son petit solo, après ça revient à l'accompagnement standard, même affaire pour les voix, les trompettes.
Si on laisse chaque musicien faire ses passes, ses solos, ben là, c'est toute la chanson qui se retrouve à être meilleure. Donc il faut pas que tout le monde essaye de faire son solo, sa prestation de film en même temps, sinon ça devient cacophonique. À part pour certaines scènes, là, que tout le monde faut qu'il parle un petit peu un après l'autre. Là. En général, il faut laisser le temps à l'autre actrice de finir ses répliques pour entamer ses répliques, puis reprendre tout l'espace possible nécessaire pour que la prestation soit très bonne. Ensuite, le 10e point qu'on peut évaluer de 1 à 10, c'est le vocabulaire. C'est les expressions que l'actrice-acteur vont prendre, les répliques les plus riches, les plus diversifiées, que si l'acteur-actrice n'a presque pas de vocabulaire. En même temps, le vocabulaire est supposé être celui du scénario, du script qui est écrit auparavant, mais comme j'expliquais tantôt, l'acteur-actrice peuvent improviser au fil du temps du film, du tournage. Donc, si la fille elle connaît beaucoup de vocabulaire, est capable de donner, des exemples dans le dictionnaire, elle a des mots riches de poésie, quoi que ce soit, ben ça va augmenter la qualité sémantique du film. Au bout du compte, ben on va le remarquer, puis ça peut rendre le film encore plus classique. Après ça, ben il y a l'intensité. Ça, c'est très important, l'intensité avec laquelle on va tout faire ces étapes-là. Que ça soit d'avoir une bonne capacité d'improvisation, l'intensité pendant qu'on fait des imitations, pendant qu'on a des gestuels, des mimiques, l'intensité de la voix, est-ce que la voix va être plus forte, plus faible. C'est important d'aller chercher des voix fortes, de bien articuler, après ça de parler proche du micro là, quand il y a un perchiste, là, sinon ça peut être un micro qui est à distance. L'important aussi de l'intensité des émotions, du regard. Être capable d'avoir un regard très concentré, très fixant. Ce qui va permettre d'être plus intense à l'écran. Comme si les yeux finalement étaient translucides, comme si on voyait au travers. C'est pour ça qu'un gars comme Sergio Leone, dans ses films de spaghetti western, utilisait beaucoup des personnes avec les yeux bleus, parce qu'il trouvait que le regard était plus intense. Des yeux verts ferait aussi l'affaire. Un acteur comme Klaus Kinski, il avait toujours des regards très intenses, que ce soit dans ses films d'action, ses films plus dramatiques. On le sentait vraiment comme là, très présent avec des yeux de hibou. Si on n'a pas l'intensité, ben tous les talents qu'on a énumérés précédemment, ben ils vont tous être effectués à moitié. C'est important d'être capable d'aller chercher le maximum de présence pendant qu'on joue le film. La présence, c'est pas le temps de l'avoir 5 minutes après, c'est vraiment à partir du moment que la caméra filme, qu'on dit action, il faut être au maximum de son intensité, de sa puissance. Sinon, ben la caméra, elle, tout ce qu'elle va capter, par la suite, ben, on va le voir que ça a été joué à moitié, que l'intensité au niveau des émotions était pas assez bonne, au niveau du regard, des dialogues, on a mal soutenu les dialogues. Les actions, par exemple, on prend un bâton de batte de baseball, on prend une tasse. Ben, si c'est une intensité dramatique qu'il faut avoir, ben, il faut le prendre en conséquence. Il faut que ça suive, il faut que ça ait l'air convaincu comme mouvement. Donc, l'intensité, ça, ce niveau-là de volume, ben, il ne faut pas avoir peur de le monter dans les 7, 8, 9. Là. Puis jamais perdre ça à l'esprit quand ça dit action, il faut se donner vraiment au maximum. Steven Spielberg, lui, on sait qu'il fait toujours des films parfaits. Il a une réputation de ne pas manquer ses films. C'est pour ça que les gros studios de production vont le réengager à répétition. Il a fait pratiquement rien que des chefs-d'œuvre. Francis Ford Coppola puis Martin Scorsese, ben les autres sont réputés pour être des réalisateurs très stylés. C'est comme ça, dans le fond, qu'il faut évaluer les critères pour juger de la validité d'un acteur ou non. Puis ensuite, ben, ça va être la façon d'y donner des bonnes directives de réalisation afin qu'il puisse pleinement exploiter ses ressources, puis augmenter la qualité globale du film, puis rendre contents les producteurs, puis les bailleurs de fonds. Je vais vous donner maintenant quelques trucs pour des tournages professionnels, des règlements qui sont importants à respecter, parce que si le tournage est mal fait,
bien ensuite, faire le montage, ça sera pas vraiment mieux. Ça va être très difficile de faire un bon montage s'il n'y a pas eu un bon tournage. Donc si au départ, tous les plans sont bien filmés, ben il n'y a pratiquement rien à corriger par la suite. Si ça a tout été mal filmé, que c'est des plans qui sont instables, qu'il n'y a pas la bonne lumière en arrière, la lumière dans les visages des acteurs-actrices, ensuite que ça n'a pas été coupé au bon moment, les répliques, qu'on n'a pas les bonnes émotions, on n'a pas les bons dialogues d'enregistrer, ben le tournage finalement il sera pas très vargeux, ce qui fait que le montage pourra pas être bien mieux. C'est sûr qu'au montage, souvent on va dire qu'on peut tout rattraper en post-production, mais par expérience, la plupart des réalisateurs vont vous dire de vous forcer au tournage, ce qui est vraiment important. Donc la règle numéro 1 quand on fait un tournage de film, c'est de ne pas regarder dans la caméra pour les actrices, parce que s'ils regardent dans la caméra, ben c'est comme s'ils révélaient la position de la caméra. Puis la caméra, ben on n'est pas ça, c'est comme un spectateur impartial objectif, on n'est pas supposé savoir qui est là. Donc même s'il y a une immense caméra 35 mm, Betacam avec des grosses roulettes, un chariot, une équipe en arrière, ben il faut vraiment pas la regarder, il faut regarder n'importe où sauf dans la caméra, même si elle passe directement en face de son visage. Du moment que vous allez regarder dans l'objectif, ben, à ce moment-là, au montage, ben, habituellement, il faut qu'il coupe ça. S'il ne coupe pas, ben, ça fait vraiment amateur. Dans les grands films, c'est très rare qu'on va voir un acteur regarder dans une caméra. Tout le monde est averti, puis même les figurants en arrière, c'est quelqu'un qui regarde dans la caméra, ça va être mal vu. Il va falloir recommencer les plans. Deuxième règlement, qui est un peu dans le même type, ne pas sourire devant la caméra. Souvent, si le personnage n'a pas à rire, à sourire, ben, il faut vraiment pas avoir un petit sourire en coin du fait que souvent les débutants, eux autres, ben, ils vont comme rire à la deuxième personne, tu sais, ils rient du fait de faire un film comme s'ils se regardaient dans l'écran de télévision. Mais là, quand on fait un rôle, ben, il faut être à la première personne, il ne faut pas être à la deuxième personne. Donc, il faut attendre de visionner le film après pour rire, avoir un petit sourire en coin, puis trouver ça rigolo. Il y en a souvent qui vont trouver ça drôle, mais pendant le tournage, qui est vraiment pas... ça fonctionne pas du tout, là. Faut vraiment s'enlever ce petit sourire-là du coin, puis il faut être capable de ne pas regarder dans la caméra. Ça, c'est la base là, que souvent les jeunes ne maîtriseront pas. Troisièmement, ben, il faut laisser finir les autres leur réplique quand ils parlent pour après ça dire sa propre réplique. Si vous attendez pas qu'une autre actrice dise sa réplique et vous embarquez par-dessus, ben, les deux sons vont se mélanger puis ça va être difficile à enlever par après à la post-production. Il y a des programmes qui peuvent séparer les voix, mais c'est quand même assez complexe. Donc, l'idéal, c'est de laisser l'autre dire sa réplique. On attend un petit peu, ensuite on embarque. Puis ce qui va être plus facile pour le monteur de couper directement une fois que le dernier mot, la dernière syllabe est prononcée. Paf, on coupe. Après ça, on peut passer à une autre réplique, un autre plan de caméra. Ensuite, c'est important, comme j'expliquais tantôt, de parler fort. Souvent, les micros sont efficaces en partie, mais selon le soundman, s'il ne dirige pas le micro dans le bon angle, une personne qui ne parlera pas assez forte, ben, on va entendre plus des murmures en arrière. Puis ça va laisser aussi un son d'ambiance qui va être plus présent, ce qui n'est pas très bon à l'audition. Ainsi, le fait de bien articuler, de parler de façon assez soutenue, va permettre de faire une captation sonore vraiment plus de qualité. Ensuite, c'est bon d'écrire au moins 10 à 20 répliques minimum avant chaque scène. Si vous n'avez pas écrit la scène au complet, puis que vous n'avez pas fait le storyboard plan par plan, puis en plus vous n'avez pas écrit aucun texte à l'avance, ça va être très difficile de faire de quoi la journée de tournage. Ça prend au minimum un petit storyboard qui va placer les angles, comme j'expliquais auparavant, à savoir où vous placez, ou, dans le cas contraire, d'avoir les répliques. Si vous n'avez pas les plans puis vous avez les répliques, au moins vous avez la moitié des éléments importants. L'histoire en tant que telle, ben, vous la connaissez, là, vous savez c'est quoi le but de la scène. Mettons la scène au métro, la scène au dépanneur. Bon, mais au dépanneur, ben, les acteurs et actrices sont supposés acheter des trucs au dépanneur.
Après ça, les dialogues, ben ça, comme je vous dis, ça peut être improvisé, mais c'est mieux de préparer quelques dialogues à l'avance. Des dialogues qui se répètent pas d'une scène à l'autre, que c'est pas des expressions qui se répètent trop non plus, pour être certain qu'il y a une certaine progression dans l'histoire, dans les péripéties. En 6e place, c'est important de ne pas répéter des petits mots comme sti, là, des petits mots finalement qui vont venir parasiter les répliques standards. Pourquoi? Parce que au montage, mais ça va être très difficile de les enlever s'ils suivent toujours une réplique normale, ça veut dire un mot. Si la personne a dit il y a beaucoup de température aujourd'hui, sti, le sti est bien tough à couper parce qu'il suit tout de suite le mot. Donc ça, après un certain temps dans un film, ça finit par devenir lourd. Quand il y a trop de petites répétitions comme ça, c'est mieux d'avertir les acteurs-actrices de faire attention de ne pas trop en mentionner. À court terme, ça paraît pas tant que ça, mais sur 1h15, 1h30, on peut finir par reconnaître des expressions là, qui sont plus ou moins importantes, là, que ça peut être très facile de ne pas les dire. Une autre affaire importante à remarquer, c'est qu'il ne faut pas que les artefacts, les accessoires, les décors soient déplacés durant le tournage et puis que ça apparaisse à l'écran. Parce qu'on voit souvent des films où est-ce que sur une table, un verre d'eau s'est déplacé, il y a un accessoire qui est apparu. Les spectateurs qui vont regarder votre film, eux autres vont se faire un plaisir à tout énumérer les détails là, des accessoires qui ont changé de place. Sur des vrais films internationaux, là, ils vont avoir des personnes qui sont spécialement engagées pour ça, autant pour surveiller le déplacement des accessoires que surveiller les costumes, les peignures, pour pas qu'il y ait rien qui ait changé, que d'un plan à l'autre, finalement, vu que ça a été tourné quelques minutes, quelques heures après, que ça crée un clash, qu'on voit que la peignure n'est pas dans le même sens ou qu'il y a une affaire qui est apparue, par exemple, la personne elle avait sa cravate, après ça, elle avait plus sa cravate. Ça peut créer des problèmes de raccord, là, quand les plans sont tous posés un après l'autre, on voit la différence. Après ça, il faut vérifier s'il n'y a pas de reflet d'ombrage dans les vitrines, dans les miroirs en arrière de la caméra, pour pas que ça apparaisse finalement, que ça fasse un reflet. Parce que quand on filme une personne, souvent il y a des trucs en arrière qui vont être réflecteurs. Si on surveille jamais, on va finir par se filmer soi-même. Ce qui fait qu'à l'écran par la suite, ça va être très visible pour les spectateurs. Puis ça peut être une erreur qui est mentionnée là, très aisément là, par l'auditoire. Il faut vérifier aussi pour l'échantillonnage sonore qu'il n'y ait personne qui parle en arrière du film. Quand il y a quelqu'un qui est filmé, il fait ses répliques. S'il y a quelqu'un en arrière qui parle, il va venir tout parasiter la track de la personne enregistrée. Ça, comme j'expliquais tantôt, c'est un petit peu difficile à enlever, ça se fait, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir une trame sonore parfaite, ou est-ce que si on veut, on peut rajouter peut-être une personne, des sons ou une musique par la suite, mais pas que quelqu'un parle. Si deux personnes parlent en même temps, si on n'entend pas bien, il va falloir que la réplique soit doublée par après, qu'elle soit réenregistrée au post-montage, ce qui va permettre que ça soit un son qui va être franc puis que à l'écran, on va bien l'entendre. Faut pas détruire le matériel, endommager les accessoires, perdre des trucs, parce que des fois les tournages entre chaque scène, entre chaque plan de caméra, il peut se passer, comme j'expliquais, des semaines, des mois. Donc si les accessoires ont été perdus, ont été abîmés, ça va apparaître par la suite à l'écran. On va voir que des petites anicroches qui n'étaient pas là auparavant dans le plan d'avant ou le plan d'après. Ce qui n'est pas fameux, ça va être remarqué très vite. Ensuite, il ne faut jamais oublier de nettoyer la lentille de caméra avant chaque tournage. Des fois, on n'y pense pas, on commence à tourner trop tôt. Il y avait des petites saletés à l'intérieur de l'appareil. Des fois, il faut nettoyer la poussière avec une poire là, qui souffle l'air. Ou il y avait des petites taches dans la lentille, ce qui fait que ça va créer une espèce de spot qu'on voit pas bien à travers. Là. Donc c'est important de prendre quelques secondes, quelques minutes pour s'assurer que les objectifs soient toujours très bien nettoyés. Il faut faire attention pour ne pas déconnecter des appareils durant le tournage, comme le micro. Le micro, s'il est connecté avec la caméra,
ben, c'est déconnecté au passage, ben, l'échantillonnage sera pas bon. Il va falloir faire le son par après à la post-production. Après ça, il faut, comme je mentionnais au départ, avoir des plans de caméra très stables. Si les plans sont stables, ben déjà ça a l'air plus professionnel. On se dit, ils ont mis de l'argent sur la stabilisation. Donc, ils ont des bons appareils, ils ont des bonnes caméras. Il y a des caméras avec le double stabilisateur. Faut pas rire non plus quand on tient la caméra, avoir des émotions brusques, ce qui risque de faire justement bouger la caméra de façon saccadée, puis détériorer la qualité visuelle du film. C'est important aussi de s'assurer que le focus est toujours bon. Si le focus est pas bon, ben ça va être flou. Donc tout ce qu'on va avoir filmé, ça va être hors champ. Dans le cinéma standard, ils utilisent des lentilles qui peuvent avoir une distance focale prédéterminée ou on peut utiliser des focus, là. Puis il faut vérifier aussi que les personnes n'ont pas des accessoires qui ont changé sur eux autres. Comme j'ai mentionné tantôt, mais ça c'est le caméraman qui le voit. Les acteurs, actrices, eux autres, ils le voient pas, ils jouent dans le film. Donc, si la personne qui leur mentionne, ben tout ce qui est filmé, le décor qui est filmé en arrière, ben ça sera pas très bon. Là. C'est vraiment important que la personne, habituellement tu peux avoir un directeur photo, tu peux avoir le cadreur, mais le réalisateur aussi doit s'assurer que tout ce qui est dans l'écran est conforme aux images qu'on a vues à l'avance. Donc je vous remercie d'avoir assisté. Et puis la semaine prochaine, on va faire un autre épisode aussi rocambolesque. À bientôt!